Ce fut un récit qui la décida à partir, à tout quitter, au moins provisoirement. Une double page très documentée qu'elle trouva dans un journal de grand format. Elle l'avait lu posément, jusqu'au bout, comme on avale un poison, consciencieusement, quelle qu'en soit l'amertume, pour être bien certain que toute la substance agisse sans échappatoire possible. Elle avait juste tourné la page, sans savoir, et le corps de l'article l'avait saisie d'un coup et ne la lâchait plus. Chaque ligne crochetait son cœur, lui arrachait une grimace ou un cri. Était-ce le récit d'un massacre, celui d'atrocités commises au nom d'une cause folle? Était-ce la description du raffinement insupportable dont savent faire preuve les bourreaux? Nul ne sait. Mais les mots qu'elle avait lus, les signes noirs tracés sur le papier du journal l'avaient décidé à partir, à laisser les siens pour se réfugier secrètement dans une chambre d'hôtel, un peu à l'est de la grande agglomération.
Pour l'essentiel, elle ne sortait qu'une fois la nuit venue. Afin d'oublier cette lecture, elle se laissait aller à rêver la Terre dans les temps précédant l'apparition de l'homme, ses reliefs, ses arbres, ses ciels. La surface du globe sans personne pour regarder avec les yeux de la conscience. Elle cherchait aussi à se figurer le mystère que pouvait représenter une forêt par une nuit de l'an 1000, ou se plaisait à imaginer l'arrivée de navigateurs touchant au premier rivage d'une terre inconnue, entièrement couverte de végétation. Elle se rendit au grand hall des machines volantes, espérant y trouver matière à réponse. La notion de progrès lui semblait parfois inconfortable et presque révoltante. Elle butait à admettre que ses semblables, parvenus à survivre grâce à un certain niveau de développement, puissent encore chercher à créer des sauts technologiques importants qui coûtaient tant d'efforts et qui amenaient une multitude de risques nouveaux et puissants, jusqu'à menacer l'espèce d'un possible anéantissement. Les engins présentés mettaient en perspective autant d'incarnations mécaniques au service des peurs, des rêves et des questionnements de l'humanité. Il y avait là de quoi voyager, explorer, secourir et détruire. Il y avait devant elle ce que donnent les lois de l'évolution lorsque l'homme a entrepris de les faire siennes. Des machines élégantes ou grotesques qui incarnaient la compétition, incarnaient la recherche de suprématie. Sans doute, ce qui avait motivé leurs concepteurs avait été de supposer que quelque ennemi poursuivait un dessein identique. Penser ce que pense l'autre et agir en conséquence, c'était bien là l'un des possibles moteurs du progrès. Elle décida de se satisfaire de cette dernière idée et interrompit sa visite. De retour à sa chambre, elle alluma la télévision. Le constat que cet appareil devant lequel elle avait passé tant de temps était maintenant comme sorti de sa vie l'amusait. Elle se demanda si elle allait retrouver les séries bon marché que les chaînes diffusaient autrefois et devant lesquelles elle finissait par tomber d'épuisement. Autant de temps passé à attendre un oracle qui ne venait jamais. Le gros tube cathodique, maintenant obsolète, était toujours demeuré stérile. L'essentiel des programmes nocturnes gravitait à présent au voisinage des activités de la police. Finalement, au hasard d'un documentaire, elle crut entendre qu'elle se trouvait probablement au bout d'une chaîne ininterrompue d'êtres vivants qui avait commencé plus de 3 milliards d'années auparavant. Elle en conçut un singulier vertige et cette nuit-là garda la chambre. Un matin, alors qu'elle se trouvait parmi les voyageurs du métropolitain, elle ne put s'empêcher de les dénombrer par catégorie d'occupation. Ce fut d'abord ceux qui, sous un casque, écoutaient de la musique, puis d'autres qui, avec leurs doigts, écrivaient des messages sur leur téléphone ou jouaient à faire descendre les colonnes de perles colorées. Les écrans tactiles exigeaient toute l'attention de leurs propriétaires. Ils paraissaient pouvoir transformer chaque terrien en une machine célibataire.
Elle compta ensuite les lecteurs de ces journaux gratuits que l'on trouvait le matin à l'entrée des stations, rangés dans de grands silos. Tous ceux qui étaient assis ou presque tenaient entre les mains la même couverture barrée d'une large publicité commerciale. Cette uniformité recelait quelque chose de militaire. Les voyageurs occupés à ne rien faire n'étaient pas très nombreux. Elle retrouva dans sa chambre d'hôtel, entre les pages d'un livre qui venait de l'ancienne maison, une photographie. Elle s'y reconnut presque immédiatement. À travers les années, son visage d'enfant lui souriait. Un second examen donnait à ce portrait une insistance inquiète. La jeune figure que la photographie encore argentique avait fixée sur le brillant du papier lui lançait comme un appel depuis l'enfance, une alarme, presque un défi. « Que fais-tu de toi ? De moi ? Que fais-tu de mes rêves et de mon enthousiasme ?» Voilà ce que semblait lui dire la photo, et le regard avait conservé toute sa présence. Les jours qui suivirent, ces raisonnements l'occupaient de plus en plus, lui donnaient une perception biaisée de son environnement. Sa pensée même se déstructurait. Ainsi pouvait-elle s'interrompre et ne plus savoir agir dans l'exécution des tâches simples. Au cours de ces suspensions, le temps semblait ouvrir un abîme. Le contenu d'une casserole d'eau bouillante qu'elle s'apprêtait à verser dans une tasse perdait soudain tout sens. Tout se passait comme si le monde, dont elle questionnait sans cesse l'existence, se dissolvait sous ses yeux et perdait sa signification. Comme elle ne pouvait s'extraire du réel, elle décida alors de le faire sien, de l'accepter totalement et d'en jouir. Une route, un ciel, un flux automobile, une gare, chaque élément du décor lui donnait autant de motifs à penser la peinture, à retrouver avec une évidence aiguë et abstraite les tableaux de Richard Ibbenkorn ou ceux de Pierre Kerkeby. Elle ne voyait plus le réel, elle pensait couleurs, plans, espace. Une série d'instantanés entiers et consistants envahissait son œil, inondait sa conscience. Le monde entrait en elle, emplissait tout, accrochait au pan de son esprit de grands rectangles colorés, vifs et frais. L'expérience l'enivra, les images la submergèrent, elle ne se connaissait plus. Le réel était tout, et elle était tout le réel. Elle n'existait que par ses impressions colorées et ne pensait plus. Elle aurait été incapable à cet instant précis de dire « je ». Son corps ne lui adressait plus que quelques signaux automatiques qui lui permettaient de se maintenir debout, de tourner la tête, lui procuraient juste ce qu'il faut d'équilibre et de liberté de mouvement pour aller d'un motif à un autre. Son corps savait, dans la circonstance, se faire autonome pour laisser s'opérer la transe. Le paysage l'engloutissait maintenant de manière symbiotique. Elle s'immergeait, glissait avec délice dans les grands espaces urbains. À parcourir ainsi la ville, en images devenues, elle se perdait dans la contemplation du paysage. Elle grugeait son œil, le laissant capter les lieux, mais faisait en sorte de retirer tout sens à ce qu'elle voyait. D'une certaine façon, la mission qu'elle s'était initialement fixée avait abouti. Tout revêtait maintenant un caractère pictural, fondu, abstrait. Elle prenait conscience que le monde existait désormais selon des modalités qu'elle avait elle-même élaborées. En modifiant son regard, en intervenant sur l'outil même par lequel celui-ci existait, elle avait transformé le réel. Ce fut là l'occasion d'initier un nouveau voyage. Elle s'en retourna alors.